Chères étudiantes, chers étudiants, mesdames, messieurs, bonsoir. Je vais tenter d'être bref puisque, comme vous, j'ai bien hâte d'entendre nos conférenciers et nos conférencières. Je me présente, Nicolas Vermez, je suis le directeur du Centre de recherche en droit public, le CRDP, un centre de recherche interuniversitaire et interdisciplinaire dont les travaux portent sur la thématique générale de la justice. C'est avec un plaisir renoué que, depuis 5 ans maintenant, le CRDP s'associe au Cégep du Vieux-Montréal pour animer cette Nuit de la justice. Encore une fois, vous direz, mais pourquoi une nuit de la justice? Et je vous répondrai encore une fois, parce qu'on est vieux et on veut terminer à 9 heures parce que c'est là où notre nuit commence. Blague à part, certains se questionneront peut-être sur les liens entre les travaux du Centre et le sujet de la conférence de ce soir, médicaments et éducation, comment faire de bons choix. Or, le sujet de cette soirée en est un qui nous préoccupe tous. Vous, en tant qu'étudiants et étudiantes, moi, en tant qu'enseignant, et nous tous, en tant que membres de la collectivité. Mais outre ces préoccupations que je qualifierais d'humaines, la prescription, la consommation et le commerce de médicaments, licites ou illicites, auront des incidences juridiques évidentes et transversales. En éducation, comme dans les milieux sportifs, la prise de médicaments pour mieux performer peut créer un sentiment d'injustice chez certains. Ainsi, comment réguler la prise de médicaments pour rétablir l'équilibre entre étudiants plutôt que d'accroître le fossé entre ceux et celles qui performent et les étudiants et étudiantes ayant des troubles d'apprentissage ou étant autrement désavantagés. Les questions juridiques liées à la prise de médicaments vont toutefois beaucoup plus loin que l'équité entre étudiants et étudiantes. Prenons l'exemple, le triste exemple de l'épidémie de fentanyl, un opioïde, rappelons-le, qui est 20 à 40 fois plus puissant que l'héroïne. C'est des chiffres de Statistique Canada, je ne le savais pas avant hier, je suis tombé en bas de ma chaise. Et 100 fois plus puissant que la morphine. Cette épidémie a d'indéniables conséquences sur l'appareil judiciaire. Pensons aux policiers et policières qui tentent d'en empêcher le commerce illégal ou aux juges qui, eux, doivent se prononcer sur les arrestations qui en découlent. Par exemple, en décembre dernier, dans l'affaire R contre Campbell, il fallait que j'amène un peu de droit quand même, c'est des formations professionnelles, la Cour suprême a dû se prononcer sur la légalité d'une arrestation effectuée suite à un échange de textos avec un trafiquant de fentanyl. En fait, il est en train d'arrêter quelqu'un et son pusher lui envoyait un texto au même moment. Et donc, ils ont répondu au texto et la question à se poser était de savoir, bien, est-ce qu'il avait une expectative de vie privée sur les textos avec son client? La réponse, c'est non. Mais, bref, des questions d'expectative de vie privée s'ajoutent aux incidences juridiques déjà énoncées associées à la prise de médicaments. Qui plus est, est-il nécessaire de le rappeler, le trafic de fentanyl a servi de prétexte pour la guerre de tarifs que nos voisins du Sud ont lancée il y a quelques semaines, donc quel sujet plus actuel. Ainsi, la prise de médicaments n'est pas qu'une question médicale ou même une question éducationnelle en ce qui nous concerne. Elle recèle des incidences juridiques, économiques et politiques indéniables. Je félicite donc ma collègue et amie Emmanuelle Marceau d'avoir osé se pencher sur cette thématique lors de cette Nuit de la justice et pour le programme stimulant qu'elle a su nous concocter. Stimulant, concocté, j'ai fait des petits jeux. Il fallait que je m'amuse moi-même en écrivant le texte. Donc, merci Emmanuelle pour l'organisation de cette activité. Merci à nos hôtes du Cégep du Vieux-Montréal d'avoir accepté de nous accueillir une fois de plus. Et merci à nos conférencières et conférenciers d'avoir accepté de nous partager leurs réflexions. J'avais annoncé que je serais bref, je ne sais pas si j'ai réussi, mais je vais me taire dès maintenant et vous souhaiter simplement une bonne nuit de la justice. Merci. Bonjour, bonsoir. Je m'appelle Annie Doré-Côté. Je suis directrice des études du Cégep du Vieux-Montréal. Alors, chers invités, Monsieur Vermez, Madame Marceau, distingués invités, chers enseignantes et enseignants, chères étudiantes et étudiants, bonsoir. C'est avec un grand plaisir que je vous accueille ce soir pour cette édition 2025 des Nuits de la justice, un événement qui incarne l'engagement du Cégep du Vieux-Montréal envers la réflexion critique, le dialogue et l'équité. Cette année, nous nous penchons sur un sujet aussi délicat qu'essentiel, médicaments et éducation, comment faire de bons choix. La quête de réussite scolaire, les exigences croissantes et la pression de performance sont des réalités qui, malgré nous, commencent à être bien présentes dans notre milieu scolaire. Mais à quel prix? Ce soir, nous ouvrirons la discussion sur les implications individuelles, institutionnelles et sociétales de l'utilisation des médicaments dans un contexte éducatif.
Cette réflexion s'inscrit directement dans les orientations du plan de réussite 2028 du Cégep du Vieux-Montréal, qui place l'inclusion, la persévérance et le bien-être de la population étudiante au cœur de nos priorités. La réussite ne peut être pensée uniquement en termes de performance scolaire, elle doit aussi être envisagée dans une perspective d'équité et de santé globale. En tant qu'institution, nous avons la responsabilité d'accompagner nos étudiantes et nos étudiants en leur offrant un cadre qui favorise une réussite saine et durable sans qu'ils aient recours à des solutions à risque. Je tiens à exprimer d'abord des remerciements aux personnes qui ont rendu cet événement possible. Tout d'abord, un grand merci à Emmanuelle Marceau, professeure de philosophie au Cégep du Vieux-Montréal, organisatrice des Nuits de la justice, et je vous passe ses autres implications, pour son dévouement et son engagement envers cet événement. Je remercie également Laurence Largenté, coordonnatrice principale au Bureau de la recherche, développement, valorisation de l'Université de Montréal pour sa précieuse contribution. Nos conférenciers, Jean-Philippe Barry-Guérard, auteur et chroniqueur, et Jean-Sébastien Fallu, professeur à l'École de psychoéducation de l'Université de Montréal, apporteront des perspectives enrichissantes. Enfin, je souhaite remercier Josiane Barrette-Morin, coordonnatrice de l'édition 2025 des Nuits de la justice, pour son implication essentielle dans l'organisation de cet événement. Grâce aux discussions de ce soir, animées par ces spécialistes issus de divers horizons, nous espérons mieux comprendre les défis que pose l'usage des médicaments à des fins de performance. Je suis convaincue que les activités de ce soir permettront d'envisager des pistes d'action pour soutenir nos étudiantes et nos étudiants dans leur cheminement scolaire, tout en respectant la diversité de besoins et de réalités. C'est ainsi que je vous souhaite à toutes et à tous une excellente soirée et de riches réflexions. Troisième mot d'accueil et d'ouverture pour vraiment vous dire un grand bienvenue. C'est avec beaucoup d'intérêt, d'enthousiasme que j'organise depuis maintenant 5 ans les Nuits de la justice. Cette année, le sujet est particulièrement, je peux dire, délicat et d'actualité. En fait, peut-être vous donner un peu la genèse du sujet. C'est un échange avec Laurence Largenté qui va vous présenter dans quelques instants les fruits de ses réflexions dans la thèse de doctorat qu'elle vient de compléter il y a 1 an environ. Et on se disait, c'était de plus en plus une réalité qui frappait dans nos sociétés et dans nos écoles. Et on s'est dit quoi faire pour sensibiliser, pour outiller, pour aborder ces questions-là. Bien sûr, comme chercheur, on peut écrire des articles et c'est ce qu'on fait, et ça a été fait. Mais quoi faire de plus pour aller voir les gens, aller vers les gens? Et on s'est dit, l'idée d'utiliser l'occasion de la Nuit de la justice pour avoir des conférenciers. Et vous allez voir, je vais vous les présenter tout à l'heure. On a cherché vraiment une représentativité, une diversité dans les profils pour avoir un échange qui est le plus riche possible. Et pour moi, c'était important, en abordant ce sujet-là, de ne pas chercher à stigmatiser ou à juger des gens, mais plutôt éclairer des situations, des phénomènes, pour que, finalement, on développe une plus grande, si je peux dire, sensibilité, ouverture face à un phénomène qui est quand même malheureusement inquiétant dans nos écoles et, je dirais même, dans nos sociétés. Il y a quelques semaines à peine, à l'émission Pénélope, que vous écoutez peut-être, comme moi, à Radio-Canada, avait le sujet de la question de la prise de médicaments pour performer au travail, donc le dopage cognitif. Et c'était une réalité qui semblait devenue presque banale. Donc, même parfois des parents qui essaient du Ritalin de leur enfant pour finalement faire une meilleure présentation. Et de façon plus anecdotique, une amie à moi ce matin que je croisais qui est médecin me disait, tu sais, Emmanuel, j'en ai souvent des gens qui ne sont pas déficients, mais sont sur le banc, mais un petit peu TDAH. Puis là, des jeunes là, dans la trentaine, en début de carrière, qui vont venir solliciter des prescriptions pour finalement, à côté, appuyer, performer et hyper-performer. Et ça, je pense que c'est quelque chose plus fondamentalement, et on pourra l'aborder avec les conférenciers, au plan social, qui doit nous préoccuper. Après quoi, on court tant si c'est au détriment des personnes, de leur santé, de leur intégrité. Alors, c'était vraiment pour poser... c'est une réalité qui est complexe, qui est polymorphe, et c'était vraiment pour poser les bases, pour permettre une réflexion, un dialogue, un échange que j'espère que vous allez pouvoir porter après dans vos milieux respectifs, dans votre parcours scolaire, professionnel, pour
pour finalement que tous ensemble, on soit plus solidaires et susceptibles de peut-être des fois, quand on est rendu à se dire qu'il faut prendre des substances pour performer, se dire là, il y a un problème dans l'environnement qu'il faut changer et non pas laisser le poids sur les individus. Donc, voilà. Alors, je vous souhaite une bonne nuit de la justice et j'inviterai Mme Largentet à venir faire la première présentation, s'il vous plaît. Alors, bonsoir à toutes et à tous. Je suis très contente d'être là. Je remercie particulièrement Emmanuel de nos échanges qui nous a permis de déterminer ce sujet médicaments, éducation. Alors, je suis juriste. Donc, je vais automatiquement avoir un angle plus, on va dire, légal. Et je vais essayer de vous donner une petite idée. Je vais mettre la table sur quelques questions qu'on va se poser tous ensemble par la suite. J'ai décidé d'intituler médicaments, éducation entre légalité et pratique. Et je vais vous proposer un plan qui va vous permettre en premier lieu de prendre connaissance de comment est mis un médicament sur le marché, donc le côté très sécuritaire et le côté très protecteur de l'utilisateur, pour envisager dans un deuxième temps justement cette dichotomie que l'on va envisager entre les étudiants qui ont une prescription de médicaments et notamment de stimulants versus ceux qui vont faire une automédication. Quand on parle de médicaments, c'est un long processus en fait, mais avant de parler du processus, il va falloir le définir. Et qu'est-ce que c'est un médicament? C'est la loi sur les aliments et drogues qui est vraiment la Bible en termes de mise en marché du médicament, qui donne cette définition. C'est une substance ou un mélange de substances qui a pour vocation de prévenir, de traiter, guérir des désordres physiques ou mentaux sur les personnes humaines et les animaux. En gros, donc, une définition qui est relativement large. Alors, dans la loi, on parle de drogue et non pas de médicaments, parce qu'à l'époque, c'est une histoire de loi, c'était justement la législation criminelle qui régissait les drogues, qui étaient en fait des médicaments. Et donc, on a tout le temps continué dans les lois à appeler ça drogue. Mais en fait, pour le commun de la conférence, je vais parler plutôt de médicaments. Alors, comment on met un médicament en marché? 3 étapes. Vous avez la phase clinique, qui est en fait la possibilité de tester le médicament sur le sujet humain, sur la personne, avec différentes phases. Et on va regarder plusieurs choses. Premièrement, on va regarder si ce médicament, une fois qu'on le prend, il est susceptible de créer des malformations, des problèmes de fertilité, des effets secondaires extrêmement graves. On va regarder aussi comment on va pouvoir, quelle est la posologie adéquate pour avoir un maximum d'effets dans le cadre de ces tests-là. Et on va par la suite on va répertorier tous les effets positifs comme négatifs qui vont sortir de ces essais cliniques. Quand les essais cliniques sont relativement favorables, c'est-à-dire qu'on a plus de bénéfices que de risques, le détenteur de la molécule, souvent une compagnie pharmaceutique, va en fait présenter un dossier de demande de commercialisation, qu'on appelle très théoriquement une présentation de drogue nouvelle. Il va le présenter à Santé Canada, qui est le ministère qui s'occupe de l'évaluation des demandes. Et il va en fait regarder si le médicament est relativement, en termes de rapport bénéfice-risque, favorable avec plus d'effets que de risques. Et il va faire donc une analyse du dossier qu'il va soumettre au ministre, qui va prendre, avec un pouvoir discrétionnaire, l'avis, donc un avis de conformité. Il refuse ou il accepte la mise en marché du médicament. Lorsque l'avis est favorable, donc on a cet avis de conformité qu'on appelle, le médicament est mis sur le marché et il y a une 3e phase, qu'on appelle la pharmacovigilance, qui va être importante pour notre propos, et qui permet d'avoir une surveillance continue du médicament. Pourquoi? Parce que le médicament étant mis sur le marché, bien évidemment, il va y avoir des effets secondaires qu'on n'avait pas prévus dans les essais cliniques, puisque c'était une population plus petite qui était testée, et on va regarder en fait si les effets secondaires qui surviennent avec l'utilisation grande échelle du médicament sont supérieurs ou pas aux bénéfices. Et on va faire ce qu'on appelle une évaluation de rapport
de gestion de risque entre les bénéfices et les risques. Si le médicament est correct et il y a plus de bénéfices que de risques, pas de problème, on continue à le commercialiser. En revanche, s'il y a plus de risques, ou tout au moins on a une suspicion de risque, on va soit suspendre la commercialisation du médicament pour faire des études supplémentaires, ou même on va le retirer, parce qu'on considère qu'en termes de sécurité du patient, c'est trop dangereux. Donc voilà en gros les 3 étapes de mise en marché du médicament. Ce que l'on va regarder, surtout aussi, c'est une fois qu'il est commercialisé, comment on communique, notamment les effets secondaires, la façon de l'utiliser, la posologie, ainsi de suite. On va regarder comment est l'étiquette, l'emballage. Est-ce que c'est clair? Est-ce que toute personne peut comprendre les informations qui sont mises sur le médicament pour l'utilisation? On va donc regarder aussi une monographie. La monographie, c'est un peu le cahier de charge que l'on donne aux pharmaciens pour qu'il justement vous guide dans l'utilisation du médicament lorsqu'il est prescrit. Et on va, grâce à la pharmacovigilance, avoir des registres où on va avoir un maximum d'informations sur les effets, les bénéfices, les façons de l'utiliser, les contre-indications et autres. Puis vous pouvez aller vous-même le consulter. Ce sont des sites qui sont publics que vous pouvez trouver sur Santé Canada. Il y en a à peu près une dizaine où on peut aller chercher toutes les informations. Donc, il y a vraiment une information qui va être faite au niveau de l'utilisation. Et cette utilisation, il faut qu'elle soit conforme à l'autorisation de mise en marché, c'est-à-dire à l'AMM. C'est-à-dire qu'on donne un médicament pour une posologie et pour un traitement, une pathologie, et on va essayer de respecter en fait cette continuité. Quand on parle de médicaments et d'éducation, très souvent, puis moi c'est l'angle dans lequel que j'ai choisi d'aborder, ça va être à des fins de performance. Et on va traiter donc entre la légalité et la pratique, c'est-à-dire entre l'étudiant à qui on prescrit le médicament parce qu'il y a en effet soit un déficit d'attention, de concentration, de l'anxiété, et celui qui décide sans prescription médicale de s'automédicamenter et de prendre le médicament qui normalement ne lui est pas destiné. Ce qui est particulier, c'est que quand on parle de performance scolaire, il n'y a pas de définition unanime. Alors, il y a plusieurs définitions. Il y a le BAS, il y a Bourguignon, il y a Montblanc qui en font. Qu'est-ce qu'on pourrait généralement dire? La performance scolaire, c'est les capacités qui sont attendues par rapport à des objectifs d'un programme donné, scolaire, dans une période déterminée. Donc ça, c'est la définition assez générale qu'on donne de la performance scolaire. Et très souvent, il y a des personnes qui arrivent donc à atteindre les objectifs de ce programme dans le temps déterminé, avec des capacités, sans besoin de cacher. Mais il y en a d'autres qui en ont besoin et pour lesquels on va prescrire notamment des psychostimulants, alors donc on appelle des méthylphénidates ou des amphétamines. Amphétamine, donc c'est tout ce qui est Adderall, et méthylphénidate, c'est tout ce qui est Ritalin. En gros, c'est les 2 grandes molécules qui sont connues. Donc on va essayer donc d'obtenir et d'arriver à ces objectifs qui sont attendus de nous par le programme et dans cette période déterminée. Lorsque vous avez un étudiant qui a véritablement problème, parce qu'on a diagnostiqué par exemple le TDAH ou autre, il va avoir un médecin qui est le premier contrôleur, qui va être vraiment celui qui va lui sécuriser l'utilisation du médicament. Pourquoi? Parce que c'est un professionnel de la santé et il va lui prescrire en fonction de son historique médical, en fonction de la posologie qui est recommandée, de son état de santé, de savoir s'il a pris déjà d'autres médicaments, éviter les interférences médicamenteuses et autres. Et il va y avoir un deuxième contrôle qui est celui du pharmacien. Le pharmacien, c'est ce professionnel de la santé qui, une fois de plus, va, lors de la délivrance de l'ordonnance, va en effet contrôler normalement le nombre de pilules qui sont données, mais aussi va vous indiquer comment le prendre, quelles sont les interférences, quels sont les effets secondaires que vous pouvez avoir, ainsi de suite. Donc on a quand même une prise de médicaments qui est particulièrement sécuritaire, ou tout au moins qui se veut sécuritaire, puisqu'il y a à chaque étape des professionnels de la santé qui contrôlent et qui sécurisent cette prise de médicaments. L'autre aussi avantage que l'on a, c'est que quand on a donc
un milieu contrôlé comme la prescription par exemple, ben on va avoir, comme je vous le disais, l'étiquette d'emballage, la monographie, les registres, et tout un chacun pour aller contrôler et se référer à cette indication-là qui va permettre de mieux comprendre l'utilisation. En revanche, et c'est ce que j'ai appelé l'utilisation dérogatoire, on est dans une situation où on a des étudiants qui, en discutant avec les copains et les copines, en ayant peut-être même essayé une fois un médicament psychostimulant, voient qu'il y a des choses extraordinaires qui se passent en termes de concentration, en termes d'apprentissage, en termes de fatigue, ainsi de suite. Et là, en fait, l'étudiant, très souvent, ne fait pas appel à un professionnel de la santé, il va faire appel à ses pairs. Alors, soit ce sont des étudiants comme lui à qui on prescrit des médicaments auprès duquel il va, par exemple, chercher un médicament parce qu'il y a une revente qui se fait, les études l'ont démontré, ou ils vont même aller chercher dans sa famille. Alors on a déjà vu, il y a des études, je vais vous en parler un peu plus tard, des études où on a vu qu'ils s'étaient allés procurer du Ritalin, de l'Adderall chez une tante, chez un cousin, ainsi de suite, ou même des étudiants qui disaient, écoute, moi j'en ai plus besoin, il me reste encore une boîte, si tu veux je te la vends. Donc c'est un accès par les pairs. Ça, en général, ils communiquent assez bien, puis on va en reparler après dans la première ronde de la table ronde. C'est assez bien organisé. Là où c'est un peu plus compliqué, c'est lorsqu'ils n'arrivent pas à accéder aux médicaments, alors soit parce que justement c'est très contrôlé au niveau des professionnels de la santé, et ils vont sur les sites, donc les sites internet de vente de médicaments. Alors, il faut savoir que tout ce qui est pharmacie au niveau du Québec, c'est régi par la loi sur la pharmacie, et on n'a pas ce qu'on appelle de pharmacie pure par Internet. Vous allez avoir une pharmacie par Internet, mais en général, c'est pour la délivrance des médicaments qui a déjà été prescrit en amont par un professionnel. Là où c'est dangereux, puis il y a de la littérature et des recherches qui ont été faites dessus, c'est surtout que ces étudiants-là vont aller sur les sites qui non seulement souvent sont illégaux, parce qu'il n'y a pas d'indication légale, il n'y a pas d'authentification, ils ne sont pas identifiables ni par une adresse, ni par une personne ressource, ni quoi que ce soit. Mais en plus, ce qui est difficile, c'est que les médicaments qui peuvent se trouver sur ces sites-là sont falsifiés. Donc, c'est-à-dire qu'il y a, à un moment donné, dans le protocole de fabrication, un élément qui n'est pas correct. Souvent, ce sont les ingrédients actifs qui soit sont falsifiés, soit sont inexistants, soit sont dosés en double, ainsi de suite. D'où des effets qui sont, par la suite, dans l'utilisation, très dangereux. Donc, on a ces deux perspectives, d'un côté contrôlé, de l'autre côté non contrôlé. Et quelle est la différence, en fait, que l'on va avoir en termes d'équité, puisque c'est un peu notre sujet de ce soir? C'est que d'une part, d'un côté, lorsqu'on a une prescription d'un psychostimulant, on a, comme je vous disais, cette protection par les professionnels de la santé, et aussi on a la possibilité, lorsqu'on a des effets secondaires, d'aller les déclarer à Santé Canada, qui fait son étude, et puis qui regarde si en effet, il y a à terme des risques ou pas de conserver les médicaments sur le marché. Mais lorsqu'on est, par exemple, dans l'autre bord, c'est-à-dire lorsqu'on n'a pas cette protection-là, puis qu'on s'automédicamente, qu'est-ce qui se passe? Contrairement à ce qu'on pense, il y a ce qu'on appelle, en fait, une dynamique autorégulatoire. Et on s'est aperçu, il y a des études, puis je vous en parlais, qu'il y a des étudiants qui échangent, qui lisent, et qui font à terme comme un code de conscientisation et un code verbal d'utilisation. Alors, je vous donnerai après les méthodes d'autorégulation. Il y a des vidéos qui se font, il y a des sites d'échange, il y a des podcasts. Donc, il y a quand même une autorégulation. Mais c'est une autorégulation qui se fait par les pairs, c'est-à-dire par les étudiants eux-mêmes. Donc, la question que je vais vous poser, donc, qui sont des pistes de solutions peut-être, ou de discussion tout au moins, est-ce qu'on n'aurait pas intérêt de prendre en considération la connaissance de ces utilisateurs, dont des étudiants, et de collaborer avec eux pour mieux comprendre l'utilisation, et notamment l'utilisation qui se fait hors cadre légal, hors cadre des professionnels de la santé? Deuxièmement, est-ce qu'on aurait peut-être intérêt, ou pas, on va en discuter, d'élaborer un code, un recueil d'informations, comme il se fait dans d'autres domaines, et notamment quand on a l'utilisation en dehors de l'étiquette, vous savez, des médicaments qui sont utilisés, mais pour des pathologies autres que celles pour lesquelles ils sont prescrits,
Pourquoi pas? Et puis, est-ce qu'il y aurait aussi de la part des institutions scolaires plus d'implication? Comment elles peuvent plus s'impliquer, ainsi de suite. Ce que je veux, pour finir, dire, c'est que quand on parle de médicaments et d'utilisation dérogatoire, le médicament, en revanche, il est utilisé pour la bonne prescription. D'accord? C'est-à-dire que le psychostimulant, il est utilisé pour augmenter les performances comme il le serait avec quelqu'un qui est atteint de TDAH ou pas. On n'est pas dans le cadre d'un usage détourné. On est dans le cadre d'une utilisation dérogatoire, mais pas d'utilisation détournée. Donc ce sont des pistes que l'on peut envisager, puis auxquelles j'espère qu'on va pouvoir discuter tous ensemble. Et je vous remercie beaucoup de votre attention. J'espère que j'ai été dans les 15 minutes. Merci infiniment, Laurence. J'ai réalisé une fois assise que je n'avais pas présenté Laurence, alors toutes mes excuses. Donc, dans l'inspiration du moment, ça m'a échappé, alors toutes mes excuses. Donc, Laurence Largenté est coordonnatrice principale au Bureau de la recherche, développement, valorisation, appelé plus communément le BRVD pour les gens de l'Université de Montréal. Elle est ancienne coordonnatrice scientifique du CRDP, alors elle était là aux premières éditions des Nuits de la justice. Elle a participé étroitement à l'élaboration de la thématique de la justice dans le cadre du dernier concours FRQ-SC, regroupement stratégique permettant le financement de l'actuel CRDP. On l'en remercie grandement. Ça, c'est pas écrit, j'ajoute. Elle a été également chargée de cours pendant 10 ans à la Faculté de droit de l'Université de Montréal et de l'Université de Sherbrooke. Elle est titulaire d'un doctorat en droit public, droit pharmaceutique. Ses recherches se concentrent sur l'amélioration continue de la gestion des risques dans le domaine du médicament et les nouvelles voies de gouvernance pour y parvenir. Alors, je pense que Laurence a fait un excellent travail un peu pour mettre la table de quoi il est question lorsqu'on parle de médicaments, hein, la différence entre un médicament sous contrôle, l'autorégulation, l'autoprescription, si je peux me permettre d'ajouter. Et maintenant, dans un deuxième temps, avec notre programme, on a pensé faire une table ronde. Alors, ceux qui sont habitués aux Nuits de la justice, habituellement, nous avions 5 courtes conférences. Alors, on a décidé de rendre ça plus dynamique cette année avec une table ronde et je vais vous présenter cette fois tous les conférenciers, conférencières qui vont intervenir dans le cadre de la table ronde qui va durer environ 1h05. À la suite de la table ronde, nous allons prendre une pause donc à 19h45 de 15 minutes. Et après, c'est le moment qui est toujours tout à fait touchant et inspirant de la joute oratoire des étudiants et des étudiantes, où nous aurons ce soir 4 étudiantes, là je ne sais pas où elles sont, mais 4 étudiantes qui vont venir nous présenter leurs réflexions en lien avec la question « Comment faire de bons choix pour éducation et médicaments ». Et on aura un étudiant à la maîtrise qui a un parcours en anthropologie aussi qui va prendre part à la joute. Donc, ça va nous donner environ une demi-heure de joute oratoire. Par la suite, il y aura une période d'échange avec l'auditoire. Donc, si vous avez des questions, des commentaires, des partages, ça sera tout à fait le bienvenu. Et ensuite, nous allons attribuer une bourse à la personne qui se sera démarquée lors de la joute oratoire. Je vous rappelle que l'événement est capté, donc sera disponible si vous voulez le réécouter ou le partager sur la chaîne du CRDP qui est hébergée sur YouTube. Sylvain confirme. Excellent. Alors voilà, donc sans plus tarder, je vais inviter les différents conférenciers à venir prendre part et s'installer à l'avant pour l'échange lors de la table ronde. Donc premièrement, c'est vraiment avec beaucoup d'enthousiasme que j'aimerais accueillir Jean-Philippe Barry-Guérard, qui est auteur, chroniqueur, metteur en scène et comédien. Il est l'auteur du roman Royal qu'il a publié en 2016, pour lequel il a remporté le prix littéraire des collégiens et dont l'adaptation a été portée sur la scène du théâtre Jean Duceppe en 2024. Je ne sais pas si vous avez eu la chance de voir cette excellente pièce. J'y étais, mon conjoint aussi, et c'était délectable parce que pour la petite histoire, moi aussi, j'ai étudié en droit et j'étais à McGill. Donc, voilà. Alors, Royal aborde, si vous n'avez pas eu la chance de la voir, notamment la prise de neurostimulants dans le contexte des études en droit. Il est également l'auteur de plusieurs pièces de théâtre, dont La singularité est proche, Ménagerie, Vous êtes animal, une série Faux départ et 3 autres romans, Sport et divertissement, Manuel de la vie sauvage, qui d'ailleurs a été aussi porté au théâtre à Jean Duceppe, et Haute démolition. Donc, Jean-Philippe.
Alors, j'inviterai Laurence aussi à venir. Je ne vais pas vous représenter Laurence, mais voilà. Nous avons également Jean-Sébastien Fallu, qui est professeur à l'École de psychoéducation de l'Université de Montréal. Il détient un doctorat en psychologie de la même université et a effectué un stage postdoctoral au Centre de toxicomanie et de santé mentale affilié à l'Université de Toronto. Ses intérêts de recherche portent notamment sur l'étiologie et la prévention de la consommation problématique de substances et les politiques en la matière. Il est chercheur régulier à l'Institut universitaire sur les dépendances du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Sud de l'île de Montréal, au groupe de recherche et intervention sur les substances psychoactives du Québec et ainsi qu'au Centre de recherche en santé publique. Il œuvre à titre de directeur de la revue Drogue, Santé et Société. Alors, bienvenue parmi nous. Et finalement, et là, je me permets de faire un petit clin d'œil à Josiane et saluer tout le travail qu'elle a mis Josiane Barrette-Morin, qui est une étudiante au doctorat en santé publique en bioéthique à l'Université de Montréal. Alors, elle m'a assistée lors de l'organisation de l'activité de ce soir. Et Josiane, lorsqu'on se faisait un remue-ménage pour la soirée, disait « Ça serait génial s'il y avait une personne étudiante qui accepterait de venir partager un peu de son expérience, son point de vue. » Puis je disais « Quelle idée remarquable! J'aurais aimé l'avoir, mais je vais donner tout le crédit à Josiane. » Alors, d'où la présence ce soir d'une étudiante, Elisabeth Tremblay, qui est titulaire d'un baccalauréat en philosophie de l'Université de Montréal, au fil duquel elle a pu approfondir ses connaissances des différents courants philosophiques et éthiques. Elisabeth poursuit actuellement une maîtrise de recherche en bioéthique, au cours de laquelle elle a réalisé plusieurs travaux sur les divers enjeux de justice et de féminisme. Son projet de mémoire porte sur les enjeux éthiques liés à l'interruption de grossesse au Québec, en mettant en lumière la complexité des relations interpersonnelles entre soignants, les patients et la société sur ce sujet. Bienvenue, Elisabeth. Et bon, comme à chaque année, je vais me permettre de me présenter moi-même. C'est toujours un moment un peu cocasse, mais bref, je suis enseignante de philosophie au Cégep du Vieux-Montréal et professeure associée à l'École de santé publique de l'Université de Montréal. Je suis également chargée de cours à l'Université de Sherbrooke. J'organise différents événements scientifiques qui sont essentiellement dans le domaine de l'éthique professionnelle, la bioéthique, l'éthique organisationnelle. Je suis affiliée à différents centres de recherche, dont évidemment le CRDP, le Centre de recherche de droit public de l'Université de Montréal, l'IDEA, qui est l'Institut d'éthique appliquée affilié à l'Université Laval, et dans l'axe gouvernance et éthique à l'OBVIA, donc l'Observatoire international sur les impacts sociétaux de l'IA et du numérique. Je viens de compléter également une résidence de recherche à l'IERDJ, qui est l'Institut de recherche sur le droit et la justice à Paris. Mes intérêts de recherche portent sur l'éthique appliquée, le droit, la déontologie, toujours dans une perspective de justice. Et comme je vous disais, j'ai étudié en droit, mais j'ai bien viré ou j'ai mal viré, mais j'ai fini en éthique avec mon doctorat. Mais je m'intéresse toujours beaucoup, tout autant, je vous dirais même plus, aux questions des rapports entre l'éthique et le droit dans le cadre de mes travaux. Donc, voilà. Je vais me permettre de mettre un autre chapeau, hein, c'est vraiment la multitâche ce soir, pour animer la table ronde de notre soirée. Donc, je vais me permettre de prendre la première ronde. En fait, on a organisé la table ronde en 3 temps. Premièrement, on voulait plus se concentrer sur les impacts au plan individuel de la question qui nous intéresse. Ensuite, on va aller réfléchir plus au plan institutionnel pour terminer sur les impacts sociétaux liés aux médicaments et la prise de médicaments en éducation. Alors, on voulait faire ça un petit peu là, de façon plus fluide, organique. Donc, on a des questions. Il y a des gens qui pourront prendre la parole, des gens qu'on a préidentifiés, mais tous et toutes sont les bienvenus pour répondre. Et Josiane, près de nous, sera notre gardienne du temps. Donc, juste jeter un petit œil à Josiane, ça vous fait ça, là. C'est pas qu'il y a une mouche, c'est que ça veut dire que ça y est, le temps est résolu. Donc, première question, pourquoi certaines personnes étudiantes ressentent-elles le besoin d'utiliser des médicaments pour performer, qu'il s'agisse de médicaments prescrits ou pas? Bonsoir. Moi, mon expérience purement anecdotique
vient beaucoup de la recherche que j'ai faite en écrivant Royal pour mettre en contexte ce qui se passe à la Faculté de droit de l'Université de Montréal, qui n'était pas une démarche documentaire, mais dont je suis parti de la fiction pour aller vers la réalité. Donc, moi, j'ai eu accès à beaucoup de témoignages anecdotiques en faisant de la recherche. Une chose qui est ressortie beaucoup pour moi, c'est que c'était rarement un désir intrinsèque et que c'était beaucoup une pression sociale parce que ce que j'ai observé, entre autres choses, chez les gens qui participaient à la course au stage à la faculté de droit, donc qui est un processus de sélection assez fastidieux et exigeant pour décrocher un stage dans un grand cabinet de droit des affaires, c'est que disons que les habitus sociaux pèsent beaucoup et il y avait une sorte de mise en scène entre les étudiants de l'étude elle-même. Donc, on compare les heures d'études entre les étudiants. On essaie de s'agripper à tous les indicateurs externes chez les autres étudiants qui peuvent nous indiquer qui sont ou pas de meilleurs étudiants que nous, qui performent mieux que nous. Et la prise de médicaments, moi, ce que j'ai observé, c'est que si certaines personnes autour de soi le faisaient, on avait l'impression d'être défavorisé si on ne le faisait pas. Donc, c'est pas nécessairement la mise en scène traditionnelle de quelqu'un qui t'offre de la drogue dans un party puis qui insiste que tu devrais le faire, autant que les personnes qui étudiaient nature considéraient qu'elles étaient naturellement désavantagées parce qu'elles partaient avec, disons, des facultés moindres comparées aux personnes qui, par exemple, prennent des psychostimulants non prescrits. Fait qu'il y avait, en tout cas, moi, il y avait une composante sociale que j'ai pu observer qui était très importante là-dedans, certainement. C'est ma première fois. Ouais, pour rebondir sur justement l'idée de pression sociale, je pense que c'est beaucoup renforcé. Moi, je suis toujours étudiante en ce moment à la maîtrise, mais qu'est-ce qui va vraiment renforcer, c'est le système éducatif dans lequel on grandit. Donc, on est toujours sous les pressions de notes où on a des évaluations, il faut qu'on performe. Justement, il y a un seuil. Par exemple, au cégep, en ce moment, les étudiants, vous savez que vous avez une quotaire pour rentrer dans votre programme universitaire. Et cette quotaire-là, veut pas, c'est déterminé par vos performances en contexte d'évaluation. Donc, le besoin de performer, on peut justement avoir ça parce qu'il faut atteindre un certain seuil. Donc, il faut avoir un 85 % si on veut rentrer dans une telle faculté. On n'a pas le choix. Donc, en tant qu'étudiant, moi, je suis allée en bac en philo. Donc, c'est sûr, j'avais un peu moins une pression en tant que quotaire. Mais après ça, rendu à la maîtrise et après ça, pour aller au doctorat, on a toujours l'impact constant et toujours le rappel de justement, il faut qu'on performe, il faut qu'on atteigne un certain seuil d'excellence. Et justement, c'est aussi renforcé avec tout ce qui est bourse. Donc, plus on a des meilleures notes, plus on est éligible à avoir des prêts et bourses, des bourses d'excellence pour justement alléger les financial burden, excusez, pas l'expression en français, mais le poids, le fardeau, merci, le fardeau économique des études. Je pense que c'est un grand facteur aussi pour justement consommer, pour être capable d'atteindre ce seuil-là qui, des fois, il peut être semblé inévitable, qu'on doit faire des nuits blanches pour finir notre projet de philosophie, par exemple. Ce que j'entends beaucoup dans vos propos, c'est ça, c'est que c'est une pression externe, puis c'est se dire, je peux plus continuer juste à être moi-même, puis à faire ce que je suis capable de faire, parce que les autres hyper performent, donc je suis désavantagée, parce que moi, ben finalement, j'ai pas 25 parascolaires, j'en ai comme 3, puis j'ai pas publié 2 papiers, je suis en train de travailler mon premier, puis donc de composer, parce que je veux rebondir aussi ce que Elisabeth disait, ben c'est, oui, les exigences académiques, mais c'est aussi le dossier scolaire, c'est qu'on regarde au doctorat, puis souvent, on va attendre même des doctorants qui publient, ce qui est quand même une exigence assez élevée pour le doctorat. Donc, voilà. Puis même chose pour les stages, ben, d'être pris dans un grand cabinet, d'avoir ses frais de scolarité payés, le barreau payé, avoir un emploi sécure, être déjà dans une bonne place pour commencer, ben, ça met énormément de pression sur les personnes étudiantes. Donc, j'aimerais peut-être poursuivre à travers le temps comment notre rapport, justement, à l'utilisation de médicaments a-t-il évolué? Comment il... Oui, c'est une question pour moi, ça. Oui, j'ai vu. Bien, d'abord, moi, je suis plus étudiant, mais je l'ai déjà été. J'ai déjà été au cégep. Et une chose qui me frappe, c'est puis il y a les données qui l'appuient, c'est que quand j'étais au cégep, on travaillait en moyenne 5 heures par semaine dans un travail à l'extérieur de nos études, alors qu'aujourd'hui, je pense, c'est autour de 20.
Puis c'est une réalité que je vois là, mais qui est généralisée. Là. La société, la charge de travail pour tout le monde est accrue. J'ai un ami qui dit qu'il faut consommer pour se lever, pour dormir, puis pour aller travailler, puis pour faire la fête. Là. Puis c'est vrai, là, tu sais, je veux pas trop politiser les choses, mais faisons-le, c'est le temps. Là. Mais tu sais, aux États-Unis, il n'y a pas beaucoup de syndicats. Les gens ont 2 semaines de vacances par année à peu près, en moyenne. Puis s'ils sont pas malades, une autre, avec leur congé accumulé. C'est difficile de réussir à performer. Puis c'est une réalité. Là. Moi, je veux. Puis c'est vrai que quand on est aux études, on veut aller au doctorat. Ensuite, on veut être prof adjoint, on veut être prof agrégé. Là, moi, je vais présenter mon titulariat. Puis j'essaie de terminer. Là, j'ai écrit un chapitre toute la fin de semaine au lieu de profiter de ma fin de semaine. Fait que c'est ça. Il y a des évolutions sociales. On va nommer des gros mots, là, capitaliste, néolibéral, qui amènent une société de plus en plus sous pression de performance, de productivité. Puis ça, oui, c'est accru. Là. Ça augmente continuellement. Je ne sais pas jusqu'où ça va aller. Puis d'ailleurs, j'en profite pour faire une blog, mais je pense que Laurence, tu disais que c'était un sujet d'actualité. C'est un drôle de timing, mais à 9h ce soir, à Radio-Canada, il y a le premier épisode d'un documentaire « Drogue, vérité et conséquences ». Et le premier épisode, c'est sur les psychostimulants. Fait que c'est la journée québécoise des psychostimulants. C'était prévu. C'est ce que je me suis dit, oui. Emmanuel a tout prévu. Puis, je voulais aussi mentionner que c'est compliqué cette question-là parce qu'on en parle, mais ça a toujours existé dans l'histoire de l'humanité, même animale. Puis il y a même quelqu'un qui me disait même les plantes génèrent des antidouleurs quand elles sont stressées. Là. On consomme depuis longtemps du café pour performer, pour se garder réveillé. Il y a des gens qui disent s'il n'y avait pas de café, les cours seraient plates. Puis c'est un comportement qu'on accepte. Puis il y a toute la question des représentations aussi, puis peut-être qu'on y reviendra là, dans les interventions, mais le médicament versus la drogue, parce que, bon, Laurence parlait des médicaments, mais moi, j'élargis ça à drogue, puis la différence entre médicaments et drogue illégale est très poreuse. Il y a des molécules qui sont essentiellement les mêmes, qui sont consommées. Il y a effectivement de l'automédication. J'ai bien aimé, d'ailleurs, de ne pas utiliser le mot « mésusage » qui est stigmatisant, mais détourné. Puis les savoirs aussi qui sont intéressants. Mais ces représentations-là aussi, j'en discute avec des gens autour de moi. Boire un café, ça va. Prendre une pilule, ça dépend. Faire une trace de cocaïne, wow! Mais il y a toutes sortes d'enjeux à discuter autour de ça. Puis ça aussi, ça évolue. Et on en parle de plus en plus, puis c'est une bonne chose. Puis je vais juste terminer. J'espère que j'ai bien répondu à la question, madame. Je vais juste terminer en disant que Emmanuel m'a présenté comme très professionnel, mais j'aime parler de ma positionnalité comme chercheur. C'est un grand débat, mais je suis aussi une personne avec une expérience vécue et continue de la consommation de substances. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut rebondir, ajouter? Oui? En fait, je peux apporter mon angle, évidemment, qui est celui qui relève de la fiction. J'ai remarqué aussi, dans les 10 dernières années, une évolution de la représentation en fiction qui soit peut contribuer à conscientiser ou contribuer à normaliser selon la perspective qu'on a. Mais en fiction, on a eu, et je veux dire, j'y ai moi-même participé parce que je l'ai fait, mais on l'a vu aussi des exemples dans la culture pop. Au Québec, je pense entre autres avant le crash, on a un personnage qui parle de l'utilisation de psychostimulants encore dans un contexte professionnel de haute performance. Ça a été aussi abordé par la question des documentaires. Il y a eu un très gros documentaire qui a été fait sur Netflix il y a peut-être entre 5 et 10 ans là, qui s'appelait Take Your Pills, qui parlait précisément de psychostimulants dans un contexte scolaire. Donc,
même les personnes qui ne sont pas directement en contact avec les psychostimulants non prescrits, les drogues de performance de manière plus générale, on a maintenant sa vie dans notre imaginaire et ça a aussi beaucoup contribué à créer un mythe aussi autour de le médicament ou la drogue miracle comme libérateur de potentiel. Un bon exemple de ça aussi, c'est le film Limitless, qui date de, je crois, 2015, où là, on a un médicament qui débloque le plein potentiel du cerveau. Donc, il y a à la fois une mythification, mais aussi une diabolisation. Ça va dans les deux côtés, là, selon les angles dans la fiction. Ça, c'est très intéressant parce que ça montre clairement que ça vit beaucoup dans la tête des gens, que ce soit rendu aussi répandu. Puis la fiction joint la réalité quand on a Elon Musk qui propose dans une logique transhumaniste d'améliorer l'être humain. Puis ça passe notamment par des médicaments. On peut... Oui, pardon. Oui, non, c'est correct. Juste pour rebondir, justement, je pense que des fois aussi, vu le contexte dans lequel on fait en ce moment les médicaments pour nos études, il y a une certaine banalisation que c'est pas pour faire le party, c'est pas pour... être dans la défaillance ou défier nos parents en fumant un joint ou des choses comme ça. C'est comme le contexte dans lequel que c'est scolaire, ça va un peu justifier son utilisation parce qu'on banalise « Ah, mais c'est pas pour faire le mal, c'est juste pour être un bon élève. » Mais en fait, toutes médications, ils ont justement des seconds effets qui sont pas nécessairement étudiés, qui sont pas... Si tu le prends par ton ami, bien, l'effet que ça a sur ton ami, c'est pas nécessairement la même chose. Puis ça, c'est pour dire pour moi, parce que moi, je prends des médicaments TDAH justement parce que j'ai un diagnostic d'un neuropsychologue. Et j'ai des amis qui sont TDAH aussi, qu'eux, ils sont passés par le neuropsy aussi. Et on n'a pas du tout les mêmes dosages, on n'a pas du tout les mêmes molécules. Ou même si on a les mêmes molécules, on n'a pas les dosages. Elle peut être sur du 50, moi, je suis sur du 20 parce que moi, ça me suffit, j'en ai pas besoin de plus. Donc, ouais. Juste ajouter un petit élément, parce que c'est en lien avec ça. Je mène un projet de recherche avec un collègue dans 2 cégeps, pas ici. Puis... on nous rapporte que les jeunes se cachent pour dire qu'ils consomment du cannabis. Donc, quand c'est pour performer, il y a comme un changement dans les représentations, là, parce que chez les jeunes, l'espèce de ne pas être en contrôle, puis c'est comme s'il y avait finalement une stigmatisation accrue maintenant sur le cannabis, avec aussi les messages que c'est pas bon pour toi, fais-le pas. Là. Bon, en tout cas. Permettre aussi d'un point, ça rejoint les propos d'Elisabeth, mais c'est aussi lorsque l'arrêt du médicament, qu'il n'y a pas de contrôle ou de supervision, de conseil, lorsque la personne va de sa propre décision avec des conseils d'amis. Et c'est là on peut voir aussi, là, sans être une spécialiste sur ces questions-là, mais qui peut avoir vraiment des états de manque, voire des problèmes de santé assez importants. Donc, ouais, super bon point. J'aurais une dernière question, peut-être plus sur les impacts au plan individuel. Donc, selon vous, est-ce qu'il y a de nouvelles formes de conscientisation auprès des personnes étudiantes par rapport à la médicamentation? Je ne sais pas si Laurence, oui, voudrait commencer. Oui, alors, oui, il y a une vraie conscientisation. Alors, je dirais qu'il y a une conscientisation de deux façons. Il y a une conscientisation qui arrive par le drame, malheureusement. Puis il y a eu, en 2018, par exemple, un étudiant de pharmacie à l'Université de Montréal qui est décédé suite à une consommation de stimulants avec drogue dure blanche, héros et coke. Et automatiquement, il y a eu une conscientisation de se dire « Oh mon Dieu, mais on peut prendre des médicaments. » Puis lui, il prenait des médicaments pour performer. C'est un excellent étudiant et c'est un étudiant qui visait toujours la meilleure notation parce qu'il voulait faire vraiment une carrière très spécifique en pharmacie. Et donc, ça a conscientisé notamment, alors très particulièrement l'institution, mais en premier lieu, ça a conscientisé l'association des étudiants de pharmacie, qui se sont dit il y a quelque chose à faire là parce que c'est pas normal qu'un de nos amis, alors que ils étaient sûrs qu'il y avait plusieurs étudiants qui étaient dans la même situation et qui avaient le même risque de subir. Donc là, c'était une overdose. Donc la question qui s'est posée, c'est comment on peut se conscientiser et essayer de trouver des barrières à notre niveau pour essayer d'éviter les effets secondaires et notamment les drames. Donc ils ont eu une réflexion, alors il y a eu une réflexion qui a été faite avec le département, avec la faculté de pharmacie, mais entre eux, ils ont quand même fait une mobilisation pour en parler de façon officielle, de justement parler de quelles étaient les substances qui avaient été utilisées,
qui circulait, parce qu'on ne va pas se cacher, à l'Université de Montréal, ça circule, dans les bibliothèques et ainsi de suite. Donc, il y avait une conscientisation qui a été faite par un acte grave, qui a été le décès d'un étudiant. L'autre conscientisation est plus organisée, je dirais. Dans le sens, j'ai eu la chance, dans le cadre de mon doctorat, de participer à un projet de recherche qui a été fait par une chercheure à l'UQAM, qui s'appelle Christine Toer, et qui a en fait interrogé des étudiants et qui étaient extrêmement bien renseignés sur les médicaments, mais dans le sens vraiment méthodologiquement parlant, scientifiquement parlant. Ils avaient fait de la lecture, ils avaient une bibliographie conséquente. Ils allaient voir les copains et les copines qui étaient médecins, qui eux-mêmes prenaient des amphétamines parce qu'il fallait qu'ils réussissent quand même les années de médecine. Donc il y avait un vrai échange de connaissances. Et ils sont eux-mêmes, ils sont allés au-delà de cette prise de connaissances. Ils en ont fait comme un guide. Donc il y avait des vidéos qui étaient mises dans lesquelles en fait des étudiants prenaient des doses, s'enregistraient et disaient là, je suis vraiment pas bien. Là, la dose, elle est trop forte pour moi. Donc, des fois, même, ils tombaient dans les pommes devant la vidéo, puis donc, ils reprenaient la vidéo le lendemain, puis ils disaient, non, là, la dose est vraiment trop forte, ainsi de suite. Donc, il y avait tout comme des essais cliniques qui faisaient entre eux, et ils faisaient comme un code, comme une monographie, quasiment, de substances. Et ils se sont aperçus aussi que, en échangeant, donc ils commençaient à avoir une très bonne connaissance des produits, de tous les effets secondaires, de la posologie, de quel type de concentration ça touchait, de problèmes d'attention, ainsi de suite. Et puis ils sont allés même plus loin. Donc ils se sont dit, mais il y a d'autres substances que les stimulants qui peuvent être intéressants à prendre. Ils sont allés faire des essais sur les sirops contre la toux. Parce que dans les sirops contre la toux, il y a justement des psychostimulants, puis on en parlait justement, comme quoi les sportifs ne doivent pas prendre de sirop parce qu'il y a justement, il y a des... Et donc, il y a une conscientisation, alors, qui se fait par, on va dire, les événements dramatiques dans les départements et les facultés, puis après on parlera justement de l'action des institutions dans ce cadre-là, mais il y a toute une connaissance de terrain par les pairs. Alors quand j'appelle par les pairs, c'est-à-dire des étudiants par les étudiants, pour les étudiants, avec un espace de code, avec notamment, et puis ils vont chercher notamment dans les compagnies pharmaceutiques, des personnes qui sont spécialisées de la pharmacovigilance, ils vont voir les copains qui sont médecins, enfin, donc il y a quand même, en termes de connaissances, une vraie connaissance du médicament. Donc cette conscientisation-là, elle se fait par l'élaboration de codes qui peuvent être répréhensibles pour un pur juriste, mais qui sont aussi une forme de régulation qui permet quand même aux étudiants de se dire, écoute, on préfère t'aider, ne reste pas seul, plutôt que faire de l'automédication seul dans ton coin où tu risques d'avoir des vrais effets secondaires. Donc il y a une espèce de communauté, je dirais, de connaissances qui se fait. Alors, et puis ma position, puis je le développerai plus tard, c'est justement de prendre en considération cette connaissance-là et de voir comment on peut l'utiliser à des fins plus, on va dire, formelles, mais il y a une véritable conscientisation pratique de la communauté étudiante. Mais effectivement, les savoirs expérientiels, appelons-les comme on veut, on les considère de plus en plus, puis on le fait, ça fait longtemps qu'on le fait avec les personnes racisées ou les personnes queer. Je veux dire, on ne fait pas de recherche sans parler aux gens sur le terrain, en tout cas, de plus en plus. Mais c'est vrai qu'il y a des nouvelles formes de conscientisation, mais aussi d'implication de ces personnes-là dans les interventions, dans la recherche, je vais encore faire de la politique, qui est mise à mal en ce moment avec des coupes dans les milieux de réduction des méfaits au Québec, puis qui mettent des projets de recherche en partenariat en péril. Mais effectivement, on a, par exemple, en France, il y a un site psychoactif où c'est des usagères qui renseignent le site avec des expériences. Puis c'est sûr que on peut
tester ça dans la recherche, mais parfois la recherche n'est pas rendue non plus là, donc ça peut être très utile. Puis ça existait déjà aux États-Unis, Héroïde. Il y a des groupes aussi comme, par exemple, le GRIP, ici, qui fait de la sensibilisation. C'est beaucoup aussi un changement même dans l'approche de comment on en parle, parce que franchement, quand moi j'étais au secondaire puis au cégep, ça commençait à changer, mais c'était essentiellement la drogue, c'est mal. C'est assez déconnecté de la réalité, là. Maintenant, il y a vraiment de plus en plus des approches nuancées qui impliquent le savoir expérientiel avec des connaissances et des messages plus nuancés, là. Sur carrément de l'éducation, là. C'est pas juste de connaître les risques, c'est bien beau, là, mais si on veut, justement, un collègue qui dit si tu veux jouer au hockey, il faut que tu apprennes d'abord à patiner, bien, c'est un peu la même chose. Il y a des savoirs aussi dans la consommation, là. Pour revenir sur la perspective universitaire aussi, l'expérience que j'ai eue en faisant des suivis avec des étudiants en droit, ça fait beaucoup écho à ce que Laurence racontait dans la faculté de pharmacie. En fait, à partir d'autour de 2017-2018, il y a beaucoup d'étudiants en droit qui se sont mis à demander des chiffres plus clairs, essayer de chiffrer le phénomène de la consommation de psychostimulants non prescrits, spécifiquement à la faculté de droit de l'Université de Montréal, justement pour avoir une idée de l'ampleur du phénomène, pour ensuite pouvoir parler au rectorat et voir c'est quoi les étapes à prendre face à ce problème-là. Puis ça rebondit aussi dans les années suivantes avec la FECUM qui a fait une grande étude sur la santé mentale étudiante, mais qui ont inclus, entre autres, des questions sur la consommation de drogue et de drogue dans un cadre de performance. Ça, c'était nouveau à l'époque. Je crois que c'était 2018, si je me rappelle bien. Puis ça a été refait depuis. Maintenant, c'est beaucoup plus standard, mais à cette époque-là, c'était très nouveau. Puis c'est venu d'une demande des étudiants eux-mêmes qui est passée par les associations étudiantes, puis éventuellement qui a percolé jusqu'au département eux-mêmes. Donc, c'est intéressant de voir que c'est parti du bas vers le haut. Puis pour revenir aussi sur ce que Jean-Sébastien racontait sur le partage des savoirs expérientiels, une chose que j'ai trouvée aussi très intéressante, moi, dans ma recherche, c'est comment le capitalisme a aussi fini par favoriser, étonnamment, le partage d'informations et le vetting, si on veut, de drogue considérée de meilleure qualité. Si on va sur, par exemple, les marchés en ligne de drogue sur le Deep Web, il y a un système de rétroaction par étoile des vendeurs, des différents marchands, comme on retrouverait sur Amazon. On peut uniquement laisser un review si on a acheté la drogue. Donc, ça ne garantit pas des reviews qui sont complètement désintéressés, mais bon, il y a un certain système de protection. Et donc, il y a comme une forme de système de confiance qui s'est développé entre les consommateurs, ou enfin les acheteurs et les marchands de ces drogues-là qui sont vendues illégalement en ligne. Et on peut se fier sur un marchand qui a plus d'historique, qui a vendu à plus de gens, qui a reçu de meilleurs reviews. Donc, il y a un incitatif commercial à bien traiter ces consommateurs et à leur offrir ouvrez les guillemets, fermez les guillemets, bon service. Donc, il y a vraiment une relation commerciale qui ressemble beaucoup à ce qu'on voit dans des marchés licites sur Internet, mais qui s'est transféré dans le marché licite. Ça m'a vraiment beaucoup étonné quand j'ai découvert ça. Merci beaucoup pour vos regards aiguisés sur ces questions-là. Moi, depuis tantôt, j'ai une question qui me brûle, puis peut-être vous l'avez aussi. Elle ne fait pas partie de ma liste de questions, mais je vais me permettre de la lancer, puis quelqu'un au pont pourra Mais est-ce qu'on a des chiffres? Est-ce qu'on sait c'est quoi le phénomène, sans tomber chez une faculté, dans une université, mais de façon générale? Est-ce qu'il y en a, tu sais? Alors, regardez ça en tête. 20 30 50 on ne sait pas trop, mais bref. Voilà. Puis pour transitionner sur notre deuxième volet des impacts au plan institutionnel, il y avait une question qui m'était adressée, donc je vais me la poser et y répondre. Donc, à quel point les profs sont-elles au courant de la prise de médicaments détournés? Puis comment on peut, en tant que prof, circonscrire notre rôle? Bien, écoutez, c'est très simple. Les profs, on ne le sait pas. On n'est pas informé de la prise de médicaments, soit sous prescription ou
non prescrites de la part de nos étudiants. Tout ce qu'on a au collégial et de plus en plus à l'universitaire aussi, ce sont des demandes d'accommodement pour des étudiants sans avoir toutefois le diagnostic et le nom des médicaments qu'ils prennent. Donc, on peut se douter que si quelqu'un a besoin d'aller, par exemple, dans un autre local, avoir plus de temps, le double du temps, on peut se douter peut-être qu'un TDAH ou autre, mais on ne le sait pas, à moins que l'étudiant ou l'étudiante choisisse de nous informer. Moi, ça m'est arrivé, je regarde pas mon collègue qui est là, je suis sûre, en début de session des étudiants. Moi, j'ai même je me souviens d'une étudiante, entre autres, elle est venue me voir au début du cours, elle m'a dit, là, madame, elle dit, si je pars pendant que vous parlez, c'est pas personnel, c'est que je fais des crises de panique, puis là, ça va peut-être m'arriver, fait que je vais juste comme partir. Si je peux, je vais revenir, mais sinon, je reviens pas. Je dis, c'est très correct, d'accord. Alors là, elle m'a partagé finalement qu'elle souffrait d'anxiété et voilà, mais ça demeure au bon vouloir des étudiants de partager l'information avec les profs. Donc voilà, évidemment, moi, ça me pose des questions d'abord pour le bien-être des étudiants, hein, parce qu'on a vu qu'il peut y avoir effectivement des risques reliés à ça. Et plus fondamentalement aussi des questions de justice, puis des questions de sens de l'éducation. J'enseigne la bioéthique, la philosophie, l'éthique. Performer, mais encore. Hein, je pense que la philosophie, c'est la perspective d'étudier le sens des choses, d'essayer de comprendre mieux des phénomènes, d'avoir un esprit critique. Alors, c'est sûr que ça vient un petit peu heurter, disons, l'essence de la discipline que j'enseigne. Donc, voilà, c'est quelques perspectives. Peut-être qu'il y en a qui pourront rebondir, compléter. Quel rôle pourraient jouer les parents, les proches, les profs, d'autres professionnels dans l'utilisation de médicaments au sein du cercle rapproché, quand on sait que, dans le fond, les lois au niveau du consentement puis de la confidentialité au Québec, selon le Code civil, moi aussi, je vais faire un petit peu, c'est 14 ans. Donc, à partir de 14 ans, une personne n'a pas à déclarer aux parents, aux enseignants, à son institution, son dossier médical. Donc, on sait au cégep, à l'université, sont presque majeurs ou le sont. Donc, comment aborder ces questions-là? Quel rôle? Voilà. C'était pour moi, cette question-là. Avant, je me sentais un peu imposteur de répondre à ça parce que j'avais des jeunes enfants, mais là, j'ai un gars de 17 ans, fait que j'ai pas changé de point de vue. Faut en parler comme de n'importe quel sujet. C'est facile à dire, là. C'est pas nécessairement facile pour tout le monde, mais malheureusement, le sujet des substances, de la consommation de substances, c'est extrêmement tabouisé, stigmatisé, on n'en parle pas. Mais c'est vraiment important d'ouvrir la discussion sur ce sujet-là. Sur la question de la performance aussi, je pense que c'est de faire attention à envoyer des messages qui traduisent des attentes démesurées, élevées en fonction de performances scolaires, sportives. J'arrête pas de parler de hockey à soir, mais ça me fait penser aussi au coach de hockey qui faisait sentir de l'ammoniaque à des jeunes de 12 ans pour qu'ils performent. T'sais, je veux dire, les parents, les proches, c'est pas nécessairement le coach, mais quand même les parents, les amis, je pense qu'il y a une question d'attente de culture. La culture, c'est large, mais c'est aussi des personnes qui en parlent. Puis je pense que pour des parents, c'est important de vraiment éviter d'envoyer des messages que l'important, c'est ta note à l'école. Puis de changer. Puis c'est difficile, là, parce que même à l'école, c'est rare qu'on va valoriser l'empathie, la bienveillance. Là. C'est pas ça qui met des gros résultats sur un bulletin. Mais pourtant, c'est des choses super importantes dans la société, de faire des choses qu'on aime, qu'on se sente bien. Fait que je pense qu'il y a ça. Puis évidemment, la question de parler spécifiquement des risques, ça aussi, je pense qu'il faut faire attention, de pas juste... On peut exprimer des craintes, mais surtout avec quelqu'un qui... tu sais, il faut suivre le développement là, des enfants. Là, je parle beaucoup de parents, il y a des amis, mais là, je parle des parents. Suivre le développement des jeunes, puis il y a un moment donné où on doit se mettre un peu plus d'égal à égal avec un adolescent en particulier, puis des jeunes adultes quand c'est rendu plus à l'université. Puis donc, d'être prêt
à pas être d'accord, puis que la personne ne fasse pas nécessairement ce que nous, on pense, puis d'avoir un réel dialogue où on ne dit pas « voici ce qu'il faut que tu fasses ou pas ». Puis souvent, on me demande comment parler de ça. C'est sûr que c'est un autre sujet malaisant, mais c'est juste en termes de posture par rapport à la sexualité. Je sais qu'il y a peut-être moins de risques de substances illégales pour le cerveau, mais quand même, j'aime beaucoup faire l'analogie avec la sexualité, qui est quelque chose qui existe puis qui va arriver dans la vie de bien du monde. Puis ben, je pense qu'il faut changer l'approche puis parler comme si justement ça va arriver dans le développement. Puis effectivement, le passage au secondaire, cégep, université, c'est des périodes où il y a souvent des changements, c'est des périodes à aborder ces questions-là, poser des questions ouvertes. Est-ce qu'il y a des choses qui posent problème, des conflits, y a-t-il des enjeux de la vie générale, puis maintenir ce dialogue-là. C'est des super belles perspectives. Je me permets de faire un clin d'œil à Jean-Sébastien, voyons, j'arrête pas de lire. Jean-Philippe, bon, je vais y arriver. Je savais que ça allait m'arriver, c'est fait. Voilà, je peux le... Mais dans la pièce Royale, si je ne me trompe pas, c'est la mère de l'étudiant qui est psychanalyste, ou en tout cas, c'est deux... Qui est psychiatre, oui. Psychiatre, ouais. c'est ça. Fait que, tu sais, je trouvais ça assez fort, tu sais, la psychiatre qui soigne les autres, mais finalement, à la maison, elle est absente, puis elle n'est pas capable d'être... finalement, le support que son fils avait besoin là, dans son expérience, parce qu'il était bon, puis il était correct, puis il se débrouillait, puis il était rendu en droit, puis, tu sais, il y avait un peu cette attitude-là. Fait que je pense que ça rejoint peut-être un peu ce que Jean-Sébastien nous disait. Oui, absolument. Puis je pense qu'il y a aussi... c'est moi ce que j'ai essayé de démontrer là-dedans, puis que j'ai observé quand même aussi beaucoup encore là. Ma perspective n'est qu'anecdotique, je le répète, c'est l'idée qu'un étudiant en apparence élite, en apparence performant, ne souffrira pas de problèmes de consommation parce qu'on va typiquement associer ça à des élèves problèmes. Mais le cas rapporté tantôt par Laurence de cet étudiant-là qui était un premier de classe, qui finalement a fini par se ruiner avec sa consommation, c'en est un qui existe. Fait que je pense que ça tourne beaucoup aussi autour de défaire, je crois, peut-être des profils stéréotypiques de consommateurs, puis de s'imaginer que parce que notre enfant n'a pas de problème de comportement apparent, parce qu'il a des bonnes notes à l'école, on est correct, puis on n'a pas à s'en soucier. Je pense que ça montre, en tout cas, je pense que les discussions qu'on a, entre autres, sur la question des drogues de performance montrent que le spectre et des profils d'utilisateurs de drogue est extrêmement large et varié, puis ne correspond pas la plupart du temps aux archétypes traditionnels. Ouais. D'ailleurs, à l'Université de Sherbrooke, il y a quelques années, à la faculté de médecine, ils ont fait des grandes interventions parce qu'ils se sont rendus compte que c'était rendu un fléau carrément là, auprès des étudiants en médecine. Donc, je passe à la question suivante. Quelles approches préconisent les institutions en ce moment pour favoriser la santé et le bien-être des personnes étudiantes, autant que l'équité entre les personnes étudiantes? Laurence? Je serais tentée, une fois de plus, de parler de deux niveaux. En tant que juriste et spécialiste du médicament, bien évidemment, on va se tourner vers Santé Canada, qui est quand même le régulateur du médicament en termes au niveau du pays. Très honnêtement, je vous ai apporté une petite feuille dont il parle sur les stimulants sur ordonnance. Donc, un petit feuillet qui dit, en fait, les mises en garde, ainsi de suite. Mais concrètement, qu'est-ce qu'ils font à part démontrer les effets secondaires des médicaments, notamment des psychostimulants, quand ils sont prescrits? Pas grand-chose. Dans le sens où ils pourraient très bien, puis c'est vraiment une idée qui m'est personnelle et que je soumets, ils pourraient très bien, comme par exemple sur le même schéma que les patients partenaires, il pourrait très bien aussi utiliser ce savoir dont on a parlé, ce savoir expérientiel, sur justement comment améliorer, comment prévenir, comment faire une politique justement de prévention plus adaptée à un public qui, en général, ne lit pas les politiques ni les petits feuillets que les spécialistes des médicaments vont lire. Donc ça, c'est la première des choses. En termes de prévention au niveau de Santé Canada, il y a peu de choses qui se font, on va dire, collaboratifs pour adresser à une communauté particulière, hormis bien évidemment son rôle de prévention qu'il fait par les feuillets, ainsi de suite. Ça, c'est la première, on va dire, intervention institutionnelle.
Maintenant, au niveau des cégeps, des universités, ce qui s'est fait ou ce qui se fait, c'est qu'il y a quand même une conscientisation, notamment par rapport à une intervention de plus en plus présente des étudiants et de la communauté utilisatrice. Et les unions et les fédérations d'étudiants et d'associations, comme par exemple le FACUM, font des rapports sur l'utilisation, les enjeux, les enjeux aussi de performance et les enjeux de santé, de bien-être, ainsi de suite. Et il y a aussi les services d'aide aux étudiants qui sont plus conscientisés, donc qui font de l'accompagnement par rapport aux étudiants qui veulent consommer des psychostimulants. Maintenant, est-ce qu'on pourrait aller plus loin ? Oui, certainement. Je vois par exemple, moi je suis vraiment un pur produit de la faculté de droit, et on sait que les facultés de droit, c'est quand même extrêmement protocolaire, c'est extrêmement avec une codification sociale, on le sait. Par contre, on ne m'a jamais parlé de l'utilisation de substances quand je suis rentrée à la faculté. Et j'imagine que peut-être un jour, on pourrait, lorsqu'on fait cette séance de bienvenue dans toutes les facultés, à la faculté de droit qui est très protocolaire, comme je vous le disais, peut-être aborder le problème justement de la consommation de substances à des fins de performance ou autres. Donc oui, une conscientisation. Est-ce qu'on pourrait faire plus? Certainement. Puis ce qui serait intéressant aujourd'hui, où l'Organisation mondiale de la santé, je ne rentrerai pas dans les détails politiques de retrait, quoi que ce soit, mais aujourd'hui où justement il y a un moratoire de l'Organisation mondiale de la santé qui privilégie la participation des utilisateurs de soins et de médicaments pour participer encore plus à l'élaboration des politiques, pourrait utiliser justement tout ce savoir par les étudiants qui le pratiquent depuis certaines années. Et juste pour petite anecdote, moi j'étais très pote avec des étudiants en médecine quand j'étais jeune, et je vous garantis qu'ils étaient tous utilisateurs d'amphétamines, hein, parce qu'ils avaient tellement besoin de ne pas dormir pour y arriver que déjà ça faisait partie de notre quotidien. Ben justement, effectivement, il y a des programmes plus contingentés où il y a plus de compétition, droit, médecine, puis je ne veux pas stigmatiser personne, mais c'est vrai, c'est des réalités. Puis en plus, il y a même une posture idéologique en médecine où l'idée de prendre un produit, une molécule pour aller mieux, c'est plus naturel que dans d'autres disciplines. Moi, je veux quand même nommer une chose que je remarque depuis plusieurs années par rapport au rôle des institutions. Je vais parler des institutions collégiales, mais particulièrement universitaires. Je pense qu'il y a quelque chose qui se fait malheureusement très peu, qui doit être fait, mais je suis conscient de l'enjeu parce que les universités sont des institutions dans une société de performance. Et bon, en même temps, je m'attends des universités que ce soit des berceaux du changement, parce que c'est un endroit où il y a des recherches, il y a des connaissances, il y a des penseurs, où on devrait avoir le courage de changer justement au moins le plus possible. Ça se fait, mais c'est trop lent, la culture de la performance, même au sein de l'institution. Parce que la performance, la culture de la performance et de l'excellence fait pression chez les personnes. Puis il y a des enjeux à faire avec l'EDI aussi. Là, je ne veux pas aller encore dans la politique, mais quand même, parce que la question d'équité, c'est ça aussi, c'est qu'il y a un seul comme modèle de performance et d'excellence qui a été construit culturellement dans les universités sur la base, là, je caricature à peine, d'hommes qui ont une femme à la maison, qui s'occupent de tout, puis qu'eux font que ça, puis ils n'ont pas de vie, pas d'amis, puis c'est une vocation. Puis on a ces critères-là encore de pas prendre de vacances, puis de « moi, je travaille bien plus que toi, puis hey, je check ça comment je suis occupé ». Cette culture-là est extrêmement malsaine, puis ça se fait un changement de culture. On le fait dans les institutions postsecondaires pour les violences à caractère sexuel. Il y a eu une prise de conscience, il y a eu des études, on en a parlé, puis on a changé la culture. Je pense que les institutions doivent absolument faire ça. Puis ça va aussi jusqu'avec les étudiants.
Oui, leur dire, puis c'est ce que j'ai fait moi avec mon fils, c'est si tu consommes de la drogue, j'aimerais ça que tu m'en parles. Je te dirai pas d'arrêter, je vais pas pogner un air, je vais plutôt voir si je peux t'accompagner là-dedans. Je pense que les universités, les cégeps doivent exactement faire la même chose, puis offrir un accompagnement qui n'est pas nécessairement du traitement, là. Ça peut être des interventions en réduction des risques, des méfaits, des dommages. Puis j'ajouterais aussi, et là, ça va à la fois au niveau de la recherche puis à la diffusion des résultats de recherche. Je pense qu'il devrait y avoir une meilleure communication, non pas sur les effets néfastes des drogues utilisées dans un contexte de performance, mais sur les bienfaits. Parce qu'il y a aussi, puis malheureusement, il n'y a pas assez de recherche sur beaucoup de ces drogues-là, qui améliorent la capacité cognitive, sur leur efficacité dans un contexte, par exemple, de performance scolaire. Parce que comme Laurence le disait déjà, simplement définir ce qu'est la performance scolaire, c'est difficile. Mais si à partir du moment où on peut faire un tableau coût-bénéfice, puis montrer que les effets néfastes d'une drogue sont nombreux et les gains potentiels sont très, très minimes. Moi, comme utilisateur, c'est certain que je vais me dire, bon, mais est-ce que c'est ça que je veux finalement? Puis ce qu'on a à faire comme étudiant, selon le programme d'études aussi, change beaucoup. Est-ce que on a des drogues qui vont améliorer la mémorisation? C'est parfait, peut-être que dans le cas de certains cours en droit, ça peut être utile, mais dans d'autres contextes académiques, c'est pas exactement ça parce que ça améliore pas la capacité de pensée critique. Donc, je pense que qualifier et quantifier les effets positifs, si on peut dire, de ces drogues-là et communiquer ces informations-là, ça aiderait beaucoup les gens à prendre des décisions éclairées, mais je comprends aussi que les intérêts commerciaux à publier ce genre de recherche-là ne sont pas nécessairement présents en ce moment. Le dernier commentaire, là, c'est sûr, je vais mettre mon chapeau, mais touche vraiment la notion du consentement libre. Je pense que ça va, on s'entend, mais éclairé. Donc, comment faire de bons choix? Pour revenir à la question de notre thématique, bien, en sachant quels sont les risques, quels sont les avantages escomptés d'un médicament, quels sont les effets lorsqu'on essaie d'arrêter, etc., pour vraiment faire des choix qui sont conscients. Donc, je pense que c'est vraiment tous d'excellents points de vue. Merci. Une dernière question, peut-être pour le plan institutionnel. À l'avenir, qu'est-ce que les institutions pourraient mettre en place afin de prévenir ou prendre en charge la dépendance aux médicaments? Je pense que je peux me lancer en disant c'est surtout la sensibilisation et la promotion, justement, à l'Université de Montréal, la FECUM, qui ont des programmes de bien-être, qui ont des services d'aide, de consultation, etc., mais qui ne sont pas nécessairement mis de l'avant. Donc, juste d'informer les étudiants. Sinon, aussi, un autre problème, c'est que, en fait, c'est pas beaucoup parlé pendant mon parcours. La première fois qu'on m'en a parlé un peu d'utilisation, c'était lorsque je suis rentrée à l'université, puisque je suis athlète universitaire et donc je suis sujette à faire des tests de dopage et c'est une substance bannie, tout ce qui est médicament TDAH, vu que c'est un stimulant. Et dans ce contexte-là, j'ai eu une certaine formation en disant ben c'est une drogue de performance, c'est pour stimuler, c'est pour te garder éveillé, ça a des répercussions sur toi. Mais sinon, avant ce point-là, on m'en avait jamais parlé, même si j'avais commencé à prendre mes médicaments TDAH quand moi j'étais au secondaire. Et une des manières que je pense qu'on pourrait sensibiliser, c'est rendre, par exemple, en secondaire 4, dans mon temps, dans le cours de ECR, éthique et culture religieuse, je ne sais pas c'est rendu quoi le nom. Citoyenneté québécoise. En tout cas, on avait un cours, c'était obligatoire, qu'on devait visionner un documentaire sur l'alcool au volant et sur la vitesse. Je ne sais pas si c'est toujours un documentaire qui est obligatoire, mais c'est vraiment le ministère de l'Éducation qui a dit qu'en secondaire 4, on doit être sensibilisé à ces enjeux-là parce qu'on commence à avoir des permis de conduire, on fait des soirs avec nos amis, etc. Et on est prêt à faire un petit peu plus de vitesse quand on est jeune. Donc, je pense que ça pourrait être une vraiment belle lancée pour sensibiliser les personnes. C'est justement, il y a des super bons documentaires, des podcasts maintenant, Take Your Pill sur Netflix, qui est quand même très accessible, qu'on pourrait justement promouvoir, que ça soit dès au secondaire ou même au cégep dans un cours qui est obligatoire pour tous les étudiants. Et à l'université rendue, on est obligé de faire des formations sur les violences à caractère sexuel. Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas faire une sensibilisation pour tout ce qui est l'usage de drogue? Merci. Puis je veux juste ajouter que, un peu avec ce que Jean-Philippe disait aussi, il y a toutes sortes d'usages. Il peut y avoir des bénéfices, il peut y avoir des méfaits, mais il y en a.
Mais c'est pas nécessairement la même chose pour tous les profils d'usage. C'est sûr que quelqu'un qui fait ça une nuit, là, puis c'est pas une recommandation, mais une nuit de blanche pour finir la session, puis consomme pour cette nuit-là, pas de risque physique, c'est source, réduction des méfaits, pas trop de préoccupation. Là. Mais quand c'est une dépendance, puis c'était ça la question, mais là, c'est d'autres choses. Puis je pense que les institutions, par rapport à ça, déjà, c'est de reconnaître qu'il y a différents profils. Là. C'est pas genre, c'est un seul phénomène, tout le monde est dépendant, puis là, dire, hey, c'est mal la dépendance, puis il faut arrêter. Faut offrir des messages puis des services, mais des services. C'est pas aux institutions, là, à l'université, à faire de la thérapie, là, mais de référer, de donner l'information, d'être en réseau, mais aussi d'avoir, par exemple, des informations sur l'ensemble du portrait. Puis je veux juste ajouter aussi, depuis tantôt, on parle de psychostimulants en lien avec la performance, mais moi, j'aime bien élargir parce que on peut aussi consommer très peu de stimulants puis d'être dans une job stressante puis de performance, mais que c'est la consommation de dépresseurs en rentrant à la maison pour se déstresser, arriver à dormir, ou benzo, ou autre. Fait que c'est pas juste les psychostimulants, là. C'est vraiment beaucoup de substances qui peuvent jouer un rôle dans cette relation avec la performance. Oui, merci de le rappeler, effectivement, parce que ça peut être pour aider à dormir parce qu'une personne est trop stressée ou justement, ça peut être la marijuana. Il peut y avoir toutes sortes d'éléments. Puis, effectivement, je veux revenir là-dessus. Certaines personnes ont besoin aussi de médicaments. On peut penser à un TDAH, mais il y a toutes sortes de contextes qui font en sorte que ces personnes-là, et effectivement, il y a une plus-value pour leur permettre même simplement d'être à l'école et de pouvoir suivre le parcours scolaire. Et ça, je pense qu'il ne faut pas s'enfarger puis dire, ben non, là, donc voilà, il peut y avoir effectivement des usages qui soient souhaitables, puis peut-être même la dépendance vient à ce moment-là d'un besoin ou d'une condition qu'une personne a et qui fait en sorte que, ben voici pour fonctionner, donc voilà. Alors, je pense qu'il faut garder tout ça en perspective. Moi, j'aimerais revenir un peu à ce que je vous disais au début, là, dans mon troisième mot d'accueil de bienvenue, hein, mais le dopage cognitif, qui est un phénomène, effectivement, qui ramène justement la pression. Bien, tu sais, comme éthicienne, on regarde ça, puis on se dit, bien, nos jeunes, on est fiers quand ils viennent au cégep, on est fiers quand ils vont à l'université, quand ils poursuivent à la maîtrise, au doctorat, bien sûr, mais il faut s'interroger aussi, je pense, comme prof, comme institution, bien, qu'est-ce qu'on leur demande de faire? Est-ce que c'est réaliste? Est-ce qu'il y a des éléments qu'il ne faut pas repenser plus structurels pour faciliter le passage? On évoquait au début, les jeunes travaillent en moyenne, je pense, c'est même 21 heures par semaine. C'est énorme. Certains sont en appartement, donc d'avoir une charge pleine de cours au cégep, à l'université, ça amène beaucoup de pression. Donc, de garder aussi, qu'est-ce qu'on peut faire aussi au plan structurel? Comment soutenir les jeunes? Comment, comme société, on peut faire des choix. Moi non plus, je ne veux pas tomber dans le politique, là, mais on a quand même un filet social au Québec. On a choisi d'avoir des prêts-bourses, d'avoir quand même, je le dis là, rapidement, un système d'éducation qui est accessible, grosso modo, si on compare aux voisins du Sud, bien sûr. Mais c'est de dire, ces conditions-là, est-ce qu'on veut les défendre? Comment on veut aller soutenir pour prévenir justement des situations après ça qu'on pourrait se dire, regarde, le pauvre étudiant, il essaie de faire ce qu'il peut, il veut performer, il y a l'examen, il faut qu'il travaille, qui est pris. Mais je pense que ça prend aussi des fois un village, puis penser plus globalement pour ces enjeux-là qui sont finalement de justice et d'équité dans notre société. Je ne sais pas s'il y en avait qui voulaient compléter, mais sinon, pour aller à notre dernier plan qu'on voulait aborder, et on est conscient, là, vous avez peut-être d'autres questions, puis des angles qu'on n'a pas touchés encore, puis ça nous fera plaisir dans la période d'échange d'y venir. Mais notre dernier volet, ça serait plus les impacts au plan social, puis Josiane, je ne la vois plus, mais on est super bien dans le temps, exactement, yes. Donc, dernière peut-être question, puis je vous inviterai à prendre la parole. Donc, donner des exemples concrets où la performance, la compétition sont clairement des impératifs. Donc,
peut-être des critères d'admissibilité, des exigences irréalistes à rencontrer pour être accepté socialement, admise quelque part, des situations tirées de votre vie professionnelle, personnelle ou de chercheur. Je me permets une petite note, là, c'est pas dans mes... Mais quand tout à l'heure, on évoquait les exigences en termes de recherche, ben, tu sais, le fameux « publish or perish », là, qui a été le dogme, mais qui est encore le dogme, on va se le dire. Mais il y a tranquillement des changements. D'ailleurs, le FRQ, pour les nommer, on va y aller, qui se disent, ouais, ben, tu sais, le fameux CV commun canadien qui met beaucoup l'accent sur les publications, ben, il y a peut-être d'autres choses comme chercheur qui peut être intéressant, justement, d'être ici ce soir, sensibiliser 50 personnes à ces questions-là. Ça a une valeur, c'est peut-être pas une publication scientifique, donc, mais tu sais, comment on fait la recherche, qu'est-ce qui est valorisé? Même chose dans notre société, qu'est-ce qui est valorisé? L'employé qui hyper performe ou celui qui est équilibré, puis finalement, tu sais, qui peut contribuer à l'équipe autrement? Donc, c'est des questions plus fondamentales, donc des choix finalement peut-être de société qui amènent à avoir différents intérêts ou angles de réflexion. Je ne sais pas qui veut prendre la balle au bon. On a déjà parlé un petit peu de tout ce qui est exigence pour rentrer dans certains programmes. Donc, moi, je vais aborder d'un autre côté des performances sportives. Donc, comme j'ai dit, moi, je suis athlète universitaire et la charge de tout ça, c'est quand même beaucoup. Donc, on s'attend à ce qu'on soit capable de faire 3 entraînements par semaine d'équipe. Ensuite, on a minimum 2 gyms par semaine lorsqu'on est en saison. Hors saison, on est rendu à 4 gyms par semaine et 1 jour de tournoi. Et à travers tout ça, on a toutes nos études et moi, je suis dans du sport d'équipe. On a toujours des alignements à chaque semaine et donc à chaque pratique, on doit toujours démontrer qu'on est la meilleure adéquate pour être capable d'être sur le roster, la game sheet. Et ça, c'est des impératifs où il faut qu'on performe. On n'a pas nécessairement le temps d'avoir une mauvaise journée ou une mauvaise pratique parce qu'en fait, ça va impacter si on est prise ou pas sur l'alignement de cette semaine-là. Et si jamais on n'est pas prise, on doit quand même assister, prouver qu'on a la volonté, on veut s'améliorer. Et la semaine d'après, on prend des bouchées d'eau pour continuellement être capable de s'attendre pour gagner les matchs parce qu'on veut justement... au Carabin, on dit on est un programme d'excellence. Et justement, ça revient à ce qu'on disait plus tôt sur le terme d'excellence. Il y a tellement une grande charge que qu'est-ce que ça veut dire d'être excellent? Ça veut dire des blanchiments d'équipe, ça veut dire qu'on n'a pas de pénalité, qu'est-ce que ça veut dire l'excellence de juste remporter des matchs ou d'avoir des athlètes qui sont complètement brûlés parce que les charges sont juste phénoménales. Et des fois, on en parle à nos coachs, on dit « Hey, moi, cette semaine, je peux pas faire 2 gyms, là. Comme je suis épuisée, je suis physiquement à bout. » Oui? Simplement pour l'amour du sport. c'est très demandant, mais la récompense qu'on ressent quand on représente notre université, que moi, je joue au rugby, donc on est souvent dans un mindset de combattant. Et donc, je continue parce que, justement, elle a certaine fierté. Et oui, c'est difficile, mais à ces moments-là, quand on rentre sur le terrain, quand on serre nos coéquipières, quand on les encourage, quand on est dans les dernières 22, il reste 2 minutes sur le chrono, puis qu'on encourage ça, ce sentiment-là d'appartenance, c'est vraiment quelque chose que je ne peux pas comparaître. Le prix est quand même élevé, j'avoue. C'est quand même difficile, c'est pas pour tout le monde, mais... justement, des fois, c'est des choix où on a des athlètes qu'eux, ils ont décidé, c'est ma dernière année, j'ai pas envie d'en refaire. Moi, je suis rendue à ma 4e année avec les Carabins, j'ai 5 ans d'éligibilité. Et je continue pour cette raison-là. C'est un choix difficile, des fois, qu'on en parle avec nos coachs, on est comme cette semaine, je peux pas, mais la semaine prochaine, on les reprend. Ouais, sentiment de fierté, d'amour pour le sport. J'adore le rugby. Oui, justement, quand on parle d'exemples, moi, il y avait quelque chose qui m'avait un peu frappée, puis qui m'avait quand même amené à réfléchir. Comme je vous disais, quand on commence l'année universitaire à la faculté de droit, on a comme une journée d'ouverture avec des invités. C'est vraiment la séance d'ouverture. Et lors d'une année, le doyen de la faculté de droit dit aux étudiants, aux étudiantes, oui, en effet, vous faites du droit, c'est bien, mais faites autre chose. Faites aller au théâtre, faites de la musique, sortez, ainsi de suite. Puis la première réflexion que certains étudiants ont faite, c'est
Oui, mais quand? Et à quel prix? C'est-à-dire qu'il y avait deux questions qui se posaient. Mais si je vais au théâtre, si je vais alors déjà, c'est hors de prix, on s'entend en termes de démocratisation de l'art, on repassera, mais ça, c'est très personnel. Et deuxièmement, si je rate pour ne pas étudier parce que j'ai un contrôle, ainsi de suite, que j'ai B+ au lieu de A+, moi, ma course au stage, elle est morte. Pourquoi? Parce que le problème qui se pose, et alors c'est très particulier par rapport à la course au stage, donc c'est la course que tous les jeunes avocats veulent faire, enfin futurs avocats veulent faire pour entrer dans les grands cabinets, c'est que lorsque vous faites cette course au stage, tous les étudiants et étudiantes qui font la course au stage sont des gens avec des notes extrêmement élevées. Donc qu'est-ce qui va faire la différence pour que le cabinet d'avocats dans lequel vous voulez aller puisse vous prendre vous au lieu de l'autre personne? Mais c'est en plus de vos notes qui sont déjà très élevées, il faut que vous fassiez du collaboratif, du communautaire, que vous soyez engagé politiquement, que vous soyez engagé en termes artistiques, que vous ayez fait 3 voyages à l'étranger, ainsi de suite. Donc on revient toujours à la performance en se disant, très bien, elle est super ton idée. Puis je suis contente qu'il y ait au moins un doyen de faculté qui me parle d'art, qui me parle de théâtre, de sport, ainsi de suite. Mais je le fais quand? Tu me donnes l'ouverture pour le faire quand exactement? Et c'est la question que beaucoup d'étudiants se sont posés à la fin en disant « Waouh, super discours, mais bon, de toute façon, c'est infaisable, quoi. » Donc, c'est aussi toute cette culture aussi à repenser en disant « C'est quoi la marge qu'on laisse à l'étudiant pour qu'il fasse autre chose que de la performance ?» Donc, c'était tout le... Et si je peux me permettre d'ajouter, pensons aux étudiants qui doivent travailler parce qu'ils doivent payer leur chambre, leur appartement, leurs frais de scolarité. Alors, eux, c'est clair qu'eux ne sont même plus dans la game en partant de pouvoir considérer, se demandent juste comment je vais être capable d'étudier comparativement aux autres. Donc, on voit qu'il y a quelque chose, justement, quand je parlais des infrastructures, qui fait en sorte que, ben oui, on n'est pas... Les étudiants ne sont pas à égalité, puis il y a vraiment des enjeux qui peuvent se poser très sérieux. Puis, comment régler les problèmes de surcharge d'une formation sur mieux gérer ton temps, tu sais, mieux placer. Je dis pas que ça peut pas être utile, mais ça rejoint ce que tu dis. Là, je vois que le temps file, fait que je vais rebondir sur ce qu'Elisabeth disait, répondre à la question, puis peut-être faire un mot de la fin. Je veux pas minimiser ce que tu vis dans le sport, mais ça me préoccupe quand même un peu moins le sport d'élite par rapport à tout le travail puis les études, parce que ça concerne tout le monde. Mais encore une fois, c'est vrai, là, dans le sport d'élite, il y a une pression à la performance, mais c'est pas quelque chose que tout le monde fait. Fait que je me dis, même si je trouve ça problématique, dans le travail, effectivement, je pense qu'il y a une plus grande problématique sociale. Là, je ne veux pas hiérarchiser les oppressions et les souffrances, là, mais dans les universités, effectivement, pour parler de changement de culture, effectivement, là, il y a la fameuse Declaration on Research Assessment de San Francisco, qui est une espèce de manifeste là, que le FRQ, les universités, les syndicats ont signé, qui appelle à évaluer la recherche de manière différente, puis justement lâcher le quantitatif, puis reconnaître les profils variés, puis les contributions variées, puis aller plus dans le quali. On part de loin, là. On part de facteurs d'impact. Tu as un chiffre à côté de toi, puis c'est ça que tu vaux. Même si on sait que ça aussi, c'est hyper distorsionné par rapport aux disciplines et au type de recherche, puis je pourrais parler de ça très longtemps. Puis effectivement, les FRQ recommandent d'éviter, puis moi, j'ai participé à des comités d'évaluation où on disait « faut pas », puis des fois, on n'avait même pas les montants des subventions, parce que ça aussi, c'est un automatisme. Okay, combien de subventions, combien d'argent? Mais quand il y a déjà des discriminations qui ont favorisé, c'est peut-être des dossiers plus forts, ben là, tu fais juste renforcer ça. Il y a les biens conscients, effectivement. Puis, je sais que les questions d'EDI sont très mises à mal, puis récemment, on en parlait dans l'actualité, mais la science, là, elle dit que les formations, un peu comme d'autres choses, c'est pas tout, mais il y a une éthique qui est importante là-dedans.
Et c'est vrai qu'il y a des mécanismes de miroir, c'est-à-dire on choisit des gens qui nous ressemblent. Fait que si un département, par exemple, est tout blanc, puis ben on va favoriser des candidatures comme nous. Puis c'est pas une question de... C'est plus parce qu'il y a des gens qui soutenaient l'idée de l'EDI en disant ça fait des meilleures entreprises, puis ça performe plus. La recherche ne semble pas montrer ça, mais c'est une question d'éthique. Puis en terminant, je veux juste dire que, je l'ai un peu dit en filigrane, la consommation de substances, ça peut être une chose correcte de manière générale. Ça fait partie de l'expérience humaine depuis toujours. Mais là où il y a un problème, c'est quand ça devient une injonction. C'est quand ça devient obligatoire. Puis je pense que c'est là, et la nuance est très mince, là, j'en parle souvent avec des collègues à l'Université Joanne-Collin, l'espèce de respect de la liberté individuelle, de l'agentivité, je pense que c'est essentiel. On peut pas, dans rien d'ailleurs, nier l'agentivité des gens. C'est les victimiser, c'est les stigmatiser, c'est les exclure, c'est les déshumaniser. Il faut respecter l'agentivité. Donc, si quelqu'un décide que lui, il prend quelque chose pour performer, ben il ne faut pas stigmatiser ça, il ne faut pas pathologiser ça à outrance, mais en même temps, il ne faut pas avoir un système, puis une culture, puis des institutions qui non seulement favorisent ça, mais le rendent presque obligatoire. Là. Effectivement. Oui, ben moi aussi, simplement pour terminer, j'aurais ajouté que il me semble qu'un des problèmes, une des causes du problème de cette pression de performance-là, particulièrement dans un cadre universitaire, vient de cette obsession-là de l'arrimage entre le milieu académique et le milieu de travail, cette idée-là que l'expérience académique est déterminante pour la carrière et qu'on est en train de jeter les bases d'une carrière future dès le premier jour où on met le pied à l'université, alors que ça devrait être un lieu de formation intellectuelle. Là, on s'entend, c'est une critique qui est extrêmement théorique puis un peu aspirationnelle, mais je pense qu'à partir du moment où on revient aux bases de l'université puis qu'on découple la formation académique de l'obsession pratique de développer des bons travailleurs à l'université, on risque, en tout cas, j'ai l'impression qu'on commence à avoir un début de réponse puis à enlever un peu de pression sur ces étudiants-là. Mais évidemment, ça ne règle pas la question dans des cadres de programmes particulièrement qui mènent à des professions. Fait qu'on vient avec médecine, droit, ces programmes-là, c'est sûr que la pression restera toujours. Mais je pense que revenir à l'université comme lieu de formation intellectuelle, c'est un début de réponse. Alors, écoutez, j'espère que, tout comme moi, vous avez apprécié ces propos forts éclairants, stimulants et porteurs, disons-le. Je pense qu'on contribue peut-être à briser les tabous, d'aborder ces questions-là entre nous, avec des étudiants, avec des professionnels, ceux qui nous écouteront en ligne après en différé.